Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu, le podcast. Épisode 3, acheter ou ne pas acheter? Salut tout le monde, re-bienvenue à le 3e épisode de On Joue-tu, le podcast des jeux de société. Cette semaine, c'est le retour de Benji. J'ai tout fait pour lui fermer la porte, mais non, il est revenu. Comment ça va, Benji? Quel accueil, quel accueil. Comme ça d'habitude. va, très bien, très bien. Je suis ravi d'être là pour cette 3e semaine et de reprendre le flambeau après le bon David de la semaine dernière. Ouais, t'es un peu stressé qu'il va prendre ta place ou? Écoute, ça m'angoisse un peu, ouais, je dois dire, parce qu'il a été bon, donc j'ai un peu peur. Ouais. Je reviens dans 2 semaines ou pas? Il faut voir avec mon agent. Alors, juste avant d'embarquer dans l'épisode de cette semaine, on va faire un petit retour sur la semaine dernière. On avait la question de la semaine qui était: est-ce que vous avez un jeu que vous préférez jouer sur Board Game Arena ou un jeu que vous jouez particulièrement beaucoup sur Board Game Arena? Donc, la première réponse nous vient de Olivier Parent, qui nous avait déjà écrit la semaine dernière. Olivier Parent nous dit: pour répondre à ta question, je ne suis vraiment pas un grand joueur de BGA. Je préfère en général toujours jouer en présentiel. Quand je viens pour jouer en ligne, je joue plus souvent à des jeux vidéo, bien sûr, comme beaucoup de gens. Cependant, un jeu que j'ai particulièrement aimé sur BGA, c'est ce qui prend. Je ne dirais pas qu'il est meilleur en ligne qu'en présentiel, car voir la réaction des gens en vrai est magique. Voir les gens être super contents de leur coup et d'un coup, ils ramassent le pire paquet, ce sont pour moi toujours de bons moments. Par exemple, qu'est-ce que je trouve intéressant sur BGA? C'est, comme tu l'as expliqué, la simplicité et rapidité de l'ordinateur. Les cartes sont directement placées en ordre et on se trompe jamais ou on n'oublie pas à qui peut être la carte. Donc, pour ça, je dirais c'est un jeu qui est bien intéressant à jouer en ligne. Il y a aussi JF Marino qui nous a envoyé son top 5, donc des jeux qu'il a le plus joué sur BGA. Donc, en première position, il nous dit le 6 qui prend, un jeu extra simple, celui vers lequel je me dirige le matin avec ma tablette dans une main et mon café dans l'autre. En deuxième position, Bubble Pop, un jeu à 2 joueurs peu connu mais très addictif. Fait également partie de la liste des jeux que je préfère en ligne qu'en présentiel. En troisième position, il dit Seven Wonders avec le commentaire No Comment, parce que bien sûr, on n'a pas besoin de dire ce que c'est Seven Wonders à ce point-ci. Ensuite, on a L'Âge de Pierre, donc classique du placement d'ouvriers, celui que je montre à de nouveaux joueurs qui ne connaissent pas cette mécanique. Et finalement, il nous dit Jaipur, un des premiers jeux à 2 que j'ai découvert. On évite beaucoup de manipulation en jouant en ligne. Donc, merci beaucoup à JF Marino et à Olivier Parent pour leur réponse. Si jamais par la suite vous voulez encore une fois répondre à ces questions, on va aussi mettre les questions sur la page Facebook, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, juste l'idée d'envoyer un email, c'est compliqué en 2021. Donc on va aussi mettre les questions sur notre page Facebook, donc vous pourrez directement les répondre là-bas. Donc n'oubliez pas d'aller vous abonner aussi sur la page Facebook. Benji, est-ce que toi, tu as une réponse à cette question? Je sais que, comme on l'a dit la semaine passée avec David, tu joues pas énormément sur Board Game Arena. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as des jeux que tu dis, celui-là, quand même, il est beaucoup mieux? Ouais, j'ai vraiment aimé vous écouter tous les deux parce que c'est vrai que c'est un sujet que je maîtrise vraiment bien moins que vous. Je me suis inscrit à Board Game Arena, je pense sur ton influence d'ailleurs. Je crois même que j'ai un compte premium là où il faut payer pour avoir accès à certains jeux en priorité. J'aime bien, mais c'est vrai que moi, comme je l'avais dit, j'aime bien jouer aux jeux de société aussi pour le côté matériel et puis pour le côté il y a du monde autour de la table. Et du coup, quand je joue en ligne, j'aurais plutôt envie de jouer à des jeux vidéo, ce que honnêtement je fais plus depuis un certain nombre d'années, et je m'ennuie assez vite sur Board Game Arena. J'ai essayé avec toi, on a fait un Teotihuacan. Ouais. Et puis, il y a un côté presque trop facile parce qu'il y a plein de choses qu'en fait tu ne maîtrises pas puisque l'application les gère pour toi. Mais ce qui fait que quand on a vraiment joué tous les deux au jeu, en fait, je ne savais pas du tout ce que j'avais fait sur Board Game Arena parce que l'application les gérait pour moi. Donc, je pense que j'aurais plutôt tendance à aller vers des plus petits jeux sur Board Game Arena. J'ai bien aimé jouer, j'ai fait quelques parties de Nidavellir, j'ai dû faire quelques Trek 12 aussi, j'ai fait quelques parties d'échecs, donc ça c'était assez rigolo de retrouver des vieux jeux comme ça. Mais je m'ennuie vite et je préfère de toute façon avoir les objets dans la main, jouer avec les pions et puis se marrer autour d'une table. Je suis pas un grand fan. Alors déjà, je suis un peu offusqué par le fait que tu dises que je t'ai fait payer pour un abonnement alors que ça doit être le truc qui coûte le moins cher dans ta collection.
Et puis la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir de l'épisode de la semaine dernière, dans mes découvertes de la semaine, je vous avais parlé du jeu Don't Get Got, qui c'est ce jeu où on a des fois des défis à tirer et puis on doit les réaliser pendant soit une soirée de jeu, une semaine, à vous de déterminer. Je vous avais dit que ce jeu-là, malheureusement, existait qu'en anglais. Eh bien, j'ai un ami sur Board Game Arena, Miko Kao, qui m'a écrit pour me dire qu'en fait, ce jeu-là existait, puis ça s'appelle Bluff Party en français. Après, je suis allé regarder, c'est pas exactement la même chose, mais ça se rapproche assez bien. Donc, si vous aviez été intéressé par Don't Get Got, sachez qu'il y a Bluff Party qui existe. Donc, vous pourrez, si ça vous intéresse, aller regarder ça. Bluff Party qui a été créé par... Christian Lemay, et puis c'est chez Cocktail Games. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vers ça. Donc, je dois dire qu'en plus, je te coupe parce que je prends plaisir à ça quand même quand je te revois. Pour le coup, c'est celui qui m'avait le plus donné envie dans ce dont vous aviez parlé la semaine dernière, là. Pourtant, il me semble que t'es pas quelqu'un qui joue beaucoup à des jeux d'ambiance ou de party. Si, j'aime beaucoup. Ouais. Surtout quand je joue avec des gens qui aiment moins les jeux un peu experts. Ouais. Quand on est en soirée entre copains 6-7, j'aime bien ce genre de jeu. Et puis celui-là me donnait bien envie. Ouais. Après, il faut pas qu'ils mettent les cartes dans leur maillot de bain puis ils sautent dans la piscine comme mes amis ont fait parce que ça ruine les cartes. J'ai pas les mêmes amis que toi. Non, les miens sont... Quoique. Alors, voilà. Segment 2. Segment 2. Bon, on va déjà passer au premier segment qui est nos découvertes de la semaine, comme on fait à chaque semaine. Je vais te laisser commencer, Benji. Oui, j'ai pas beaucoup joué ces 2 dernières semaines depuis notre podcast, puisque j'étais en week-end justement avec des copains et qui ne sont pas des grands joueurs, mais on a quand même pu sortir la dernière boîte de Unlock. Et donc effectivement, j'étais ravi de pouvoir en parler à ce podcast autour de ce micro, puisque je sais que tu es un grand fan des boîtes Unlock. Ouais, tu te trompes de Mathieu, je pense. Ah oui, pardon, excuse-moi. Mais justement, je me disais que ce serait intéressant d'en parler, donc on a fait le premier scénario de cette dernière boîte. Bon, je vais bien sûr rien spoiler de comment ça se passe, mais c'est du très bon Unlock, c'est fidèle à l'esprit général, on passe un bon moment, il y a des bonnes surprises, j'ai passé vraiment un agréable moment avec des copains qui ne sont pas des grands joueurs et qui découvraient un petit peu le jeu de société et qui se sont bien marrés aussi sur cette boîte-là. Alors, moi je suis un grand amateur des Unlock, je pense que je les ai tous faits, je les ai faits avec des amis joueurs et je les ai beaucoup fait avec mon fils de 9 ans qui lui est fan, il les a même fait tout seul dans des moments où il s'ennuie, donc il adore ce jeu. Et je trouve, alors bien sûr aujourd'hui la mécanique on a l'impression de bien la connaître parce que ça fait 9 boîtes qu'on les connaît par cœur, etc. Mais quand ils les ont sortis c'était hyper original. Personne n'avait jamais fait ça. C'était une grande nouveauté. Déjà, le fait de sortir une boîte où tu faisais un scénar et puis à la fin du scénar, tu avais fini le jeu. Ouais. Les gens se disaient ça allait jamais marcher. Bon, voilà. Je pile des CRS. Ils ont vendu des millions de boîtes. C'est vraiment une grande réussite. Il y a quelques scénarios qui sont en dessous du lot. Hein, c'est clair. J'ai pas passé autant de plaisir sur tous. Je pense que le pire que j'ai joué, c'est le Nautilus. Je sais pas si tu l'avais joué, c'est dans la première ou la deuxième boîte. C'est peut-être lui qui m'a gâché l'expérience. Ah ouais, mais alors là, si c'est le cas, je comprendrais. On s'est arraché les cheveux avec des copains, vraiment, on s'en sortait pas de ce truc. Mais sinon, vraiment, c'est toujours un bon moment. Ça dure 1 heure et quart sur les plus compliqués. Ils ont décidé, là, sur les dernières boîtes, de mettre les Solus dans les boîtes. Je trouve que c'est une bonne idée parce que dans le fond, moi ça m'est arrivé de me retrouver coincé 2-3 fois et en fait il fallait aller chercher la Solus en ligne, tu perdais un peu de temps. Pour ceux qui parlent pas cette langue étrange que tu parles, c'est quoi un Solus? La Solus, pardon, la Solus c'est, t'as pas joué à Pokémon quand t'étais petit avec la Solus du jeu intégral. La Solus c'est simplement les solutions. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer dans le jeu? J'aimerais bien qu'on me dise dans les commentaires si vous avez déjà entendu parler de ce mot ou si c'est moi qui est fou. Ok, donc on commence à faire des commentaires sur notre vocabulaire respectif. Enfin voilà, en tout cas, moi je suis un grand amateur, j'achète toutes les boîtes, je passe vraiment des bons moments et c'est des jeux que je trouve familiaux et vraiment agréables. Ouais, tu dis que j'aime pas. C'est pas que j'aime pas Unlock, mais j'ai jamais eu l'expérience de faire ça en groupe où ça l'a bien passé. Moi, je faisais beaucoup ces Unlock et puis ces Exit avec mon ex qui était très fan de ça. Après, c'est vrai que souvent, je trouve que tu as un peu le problème de ce que j'appelle en bon français du quarterbacking, qui veut dire de faire le corps arrière. Ça veut dire que il y a une personne qui prend un peu trop le lead, puis c'est lui qui va en fait tout faire, puis les autres sont juste là à être spectateurs, en fait.
Donc c'est peut-être après, encore une fois, juste une question que j'ai de pas avoir le bon groupe pour. Après, j'avais une légère préférence pour les exits. Je trouvais qu'il y avait un côté plus original. Mais après, c'est vrai qu'il n'y avait qu'un scénario dans la boîte. Je les ai pas toutes faites, mais non, Unlock, c'est vrai que j'ai pas... Mais ça me dit rien. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai un autre copain avec qui je joue beaucoup, Olivier, qui est pas un grand fan des jeux coopératifs exactement pour la raison que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'il a le sentiment que sur un jeu coop, il y en a toujours un qui joue un peu mieux que les autres ou un peu plus que les autres qui prend le lead. Je pense que vous avez tous les deux raison et que en fait, si tu fais trop de coop, au bout d'un moment, ça c'est fatigant. Mais du coup, de temps en temps, en fait, ça me gêne pas. Moi, j'accepte ce truc. Là, ce week-end, je pense que c'est moi qui prenais le lead parce que j'ai fait plus de unlock que mes potes. Mais de temps en temps, je laissais un tout petit peu traîner de temps pour voir s'ils allaient avoir le réflexe d'aller chercher sur la carte le numéro qui manquait. Moi, ça m'a pas gêné. Je n'ai pas l'impression que ça les ait gênés non plus. Et quand j'ai joué à des coops avec des gens un peu plus solides que moi, en fait, ça me gênait pas trop de les suivre sur leurs décisions. Ou de temps en temps de discuter un peu, de rigoler autour de ça, et tu sais qu'il a raison, mais tu vas quand même appuyer sur le bouton rouge, par exemple, alors que tout le monde sait qu'il faut pas. Franchement, je pense que c'est pas un jeu que je dirais que c'est un mauvais jeu, c'est juste, je pense pas pour moi, donc je vais en rester là. Ou pas dans le bon groupe. Pas dans le bon groupe, c'est ça. Mais oui, non, je pourrais parler des heures des jeux coopératifs. D'ailleurs, on le fera éventuellement, je pense. On a notre thématique pour dans 2 semaines. Exact. Alors, moi, ma première découverte, c'est un jeu que... Moi aussi, comme toi, Benji, j'ai pas fait énormément de jeux depuis... moi, c'était que depuis la semaine dernière, depuis que j'en ai parlé avec David. Mais j'ai découvert un jeu hier soir... parce que les créateurs voulaient me faire découvrir leur jeu sur Tabletopia. Donc, c'est un jeu qui s'appelle Urto. Si vous en avez jamais entendu parler, c'est normal parce qu'il est en fin de phase de prototype. Il va bientôt lancer sur Kickstarter. Donc, c'est 2 Suisses, donc je vous dis les noms, Quentin Muller et Julien Conseil, qui vous proposent ce jeu-là. On me disait que ce serait peut-être, si tout va bien, début novembre sur Kickstarter. Je vais bientôt recevoir une copie prototype, comme ça je peux vous le présenter en vidéo sur la chaîne YouTube. Mais assez parlé de ça, c'est quoi ce jeu-là? Urto, c'est un jeu où c'est un peu un genre de dungeon crawl, donc un jeu où on va rentrer dans un donjon avec des personnages asymétriques. Donc il y a 5 personnages en tout qui auront leurs forces et leurs faiblesses. Et puis on va devoir faire gaffe à ne pas perdre trop de vie, trop de points de vie, et puis on va aussi devoir gérer nos points de mana, qui est un peu notre magie. Et à chaque tour, on va devoir avancer dans ce donjon, et on doit placer une tuile qui va un peu déterminer ce qui va arriver. Soit il y aura un monstre, soit il y aura un piège, et puis une fois qu'on résout les pièges, on peut les envoyer sur nos adversaires. Donc il y a un peu ce côté très compétitif. C'est un jeu que j'ai vraiment aimé. Moi, j'avais peur parce que quand il m'expliquait la mécanique du jeu, je me suis dit « Oh, ça, c'est un jeu à élimination. » Moi, c'est une des choses que je déteste le plus dans les jeux, c'est quand quelqu'un, tu te dis « Ah, ben, t'as plus de vie, tu joues plus. » On en a parlé la semaine passée avec King of Tokyo, qui a justement, je trouve, ce problème-là. Donc, j'étais très content de voir que, en fait, la mécanique, c'est fait en sorte que, aussitôt que quelqu'un sort du donjon ou aussitôt que quelqu'un meurt, ça déclenche un peu la endgame, donc la fin de partie. Donc, ça laisse aux autres joueurs peut-être 3-4 tours avant de dire qu'on boucle le tout. Donc ça veut dire que t'es pas pris à devoir attendre toute la soirée pendant que tout le monde s'amuse puis ils disent ben c'est à toi de pas mourir. Après les tours sont longs parce que si t'attends 3-4 tours mais que c'est des tours de 15 minutes. Non, c'est une action. Après ça peut pas être plus long que 1 minute le tour, je dirais. C'est assez rapide. Ça m'a fait d'ailleurs penser à Clank, la mécanique, justement, qui est un peu inspiré de ça, je pense. Donc, un jeu très intéressant. J'ai très hâte de recevoir la copie physique. C'est un peu toujours mon problème, moi, de jouer à des jeux en ligne que j'ai jamais touché. On dirait que t'as pas encore le feeling complet. Je pense que tu me comprends. Tout à fait. Alors, ça, c'était pour Urto, ma première découverte de la semaine. Je devrais pouvoir vous le présenter au courant du mois d'octobre, si tout va bien. Ok. Deuxième découverte pour toi, Benji? Oui, alors moi je vais un peu tricher bien sûr parce que je vais en fait vous en parler de 2 qui ne sont pour l'une pas du tout une découverte. En l'occurrence c'est Perudo. Donc j'étais avec des copains ce week-end comme je vous disais, non gamer du tout et on est des grands fans de Perudo, on joue à 5-6 en général. Je trouve que c'est un des party games que je préfère, je crois. On rigole vraiment bien autour de la table. Le principe est simple, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vous avez 5 dés cachés.
Vous les mélangez, vous regardez vos dés à vous voyez pas les dés des autres. Et il y a 5, 10, 15, 20, 25 dés en tout sur la table. Et vous devez estimer, en bluffant bien sûr, le nombre de dés d'une certaine valeur que vous pensez pouvoir trouver sous les caches des petits copains. C'est très simple, ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Alors c'est un jeu à élimination, au moment où j'en parle, je suis en train de me dire ça. Et c'est vrai que quand tu joues avec des gens qui savent pas très bien jouer à des jeux de bluff, s'ils se font éliminer rapidement, en général ils se font un peu chier sur le côté, je reconnais. Et puis c'est encore pire quand tu finis en duel et où tu attends 3 plombes qu'il y en ait un des deux qui gagne. Mais malgré tout c'est efficace et c'est un vrai petit party game très sympa. Moi c'est un jeu que j'ai souvent pas fini en fait. On a un peu arrêté parce qu'il y a 2 personnes d'éliminées puis on dit c'est bon. Celui qui a le plus de dés gagne et puis on passe à autre chose. Ok. Mais ça c'était le jeu dont je ne voulais donc pas parler. Ah pardon. Celui dont je veux parler, et en plus j'ai honte, mais en fait je n'y ai pas vraiment encore joué, mais je veux quand même vous en parler, c'est Kanban Eevee, donc le dernier Lacerda. Pourquoi je veux vous en parler? Parce que d'abord ça me fait plaisir de parler d'un Lacerda dès le 2e podcast, puisque c'est vraiment un des auteurs que je préfère, voire l'auteur que je préfère. Et Kanban Eevee c'est son dernier gros jeu qui est sorti sur Kickstarter l'an dernier, et qu'on a reçu en fin d'année dernière, mais que moi je n'ai reçu physiquement qu'au mois de juin, parce qu'il était chez un copain en France et que le Covid nous empêchait de nous voir. Je ne l'ai pas encore testé, mais j'en suis donc à la 3e lecture des règles, à 2 vidéos règles, et je l'ai enfin placé en entier sur ma table, ce qui m'a pris 1 heure, donc du coup il était ensuite trop tard pour commencer à jouer. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que juste c'est un Lacerda et que ça va être magnifique. Donc Lacerda c'est celui qui a fait Onmar, c'est celui qui a fait Vinos, Lisboa, c'est vraiment un auteur de jeux complexes, ultra complexes, mais qui a un talent fou pour réussir à mixer la thématique avec des mécaniques. Et avec toi, on a joué à On Mars. Et vraiment, tu vois, je trouve On Mars, c'est un bel exemple de ça. C'est-à-dire que quand tu lis les règles, c'est hard. Mais une fois que tu es dans le jeu, en fait, les règles sont au service de la thématique. La thématique est au service des règles. Tout est logique, tout s'enchaîne. Ça reste un gros jeu complexe, mais c'est fabuleux. Et Kanban ressemble vraiment à ça. Donc là, le jeu, c'est de la construction d'automobiles. C'est un jeu qu'il avait déjà créé il y a quelques années. Là, il le refait, sauf que tu construis des automobiles électriques, puisque il a fait 2 jeux comme ça avec une volonté un peu écolo derrière. Et puis, c'est du placement d'ouvriers dans la mécanique, vraiment simple. Sauf que la petite supplémentarité de Lacerda, c'est que sur chaque action, tu peux toujours sortir une action supplémentaire ou 2 actions supplémentaires. Et là, le jeu a l'air vraiment magnifique. Ce que je réussis jamais à faire. En fait. Ouais, alors voilà, c'est tout l'enjeu par contre, c'est clair. Mais j'espère bien pouvoir le jouer avant le prochain podcast. Et puis peut-être je vous en reparlerai à ce moment-là comme une vraie découverte. Bon, après, je sais pas s'il y a des règles sur lesquelles les découvertes doivent avoir été testées. Je sais pas, c'est ton podcast. Donc en fait, c'est toi qui décides. J'espère, parce que ma 2e, je l'ai pas testée. Donc on va dire que c'est ça. Non, mais alors moi, ma 2e découverte, c'est en fait un jeu que j'ai regardé la vidéo règle, donc je sais comment ça marche. Et puis j'étais assez fan, donc j'ai backé sur Kickstarter. Tu me disais que j'allais tomber dans le trou, ça commence à... Ça y est. Alors, il s'appelle Wild Serengeti. C'est un jeu de Gunho Kim. Et puis, la prononciation est exacte, ok? J'en doute pas un seul me challenge instant. pas là-dessus. Non. Donc c'est un jeu où on va devoir, bien sûr on est dans le Serengeti, donc dans le désert, les plaines là-bas, et on va devoir faire un documentaire animal, donc un peu à la BBC, Planet One et toutes ces choses-là. Donc on va avoir des animaux qu'on doit placer dans une certaine configuration, et puis donc tous les joueurs vont jouer autour des mêmes animaux. Donc si mon adversaire déplace un animal, peut-être que ça va créer la scène que j'ai sur ma carte. À ce moment-là, je pourrais la jouer. Mais il y a tellement de pièces qui bougent que pour arriver à tout configurer en même temps, ça peut être assez compliqué. J'avoue que c'est un jeu que, en regardant les règles, je me dis, j'ai pas beaucoup des jeux comme ça où c'est un genre de placement d'ouvriers, mais où les ouvriers sont à tout le monde et puis tout le monde peut les placer comme ils veulent. Donc je trouvais que ça avait presque un élément un peu puzzle. Donc ça m'intéressait beaucoup. Puis bien sûr, la thématique des animaux, je sais que c'est quelque chose que j'en ai pas énormément dans ma ludothèque. Puis moi qui est un grand fan d'animaux, c'est pour ça que j'en ai 14 dans la maison. Puis en plus, je sais que ma femme, elle adore ça. Donc j'ai dit, pourquoi pas l'essayer. Donc ça, c'était Wild Serengeti de Gunho Kim. Mais c'est une couverture avec une tête d'animal, non? C'est ça? Ouais, mais il y a une genre de guépard, on dirait qu'il va t'attaquer. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est intéressant, et puis ça n'a aucun rapport avec ce qu'on va dire après, donc du coup, j'en profite. Mais moi, ça me donne pas envie de l'acheter, ça. D'avoir un animal? Ça me fait pas rêver du tout. J'ai l'impression d'acheter un géo ou un...
un magazine de nature. Ben, je pense que c'est drôle parce que moi, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je me suis dit, ben, j'ai rien. Moi, j'aime bien avoir un jeu de chaque type. Puis ça, je me dis, ça, j'ai rien comme ça. Okay. Et puis, j'avoue que aussi à voir à quel point le projet était populaire, je me suis peut-être fait avoir. Mais je me suis dit, il y a sûrement un intérêt quelconque. Puis en plus, t'as des meeples en forme d'animaux, genre. Tu veux quoi de plus? D'accord, moi j'en ai en forme de dinosaure avec Draftosaurus, tu vois, c'est bien. Ben, je l'aurais acheté aussi, tu vois. Alors maintenant, on va passer à notre deuxième segment qui était donc la thématique de la journée. Je voulais qu'on parle de la consommation de jeux, surtout dans notre cas la surconsommation, parce que on aime beaucoup jouer à des jeux, moi et toi, mais je pense qu'on aime surtout les acheter. Je sais pas si... Ouais, j'espère que ta femme va pas écouter ce podcast. Ouais, je vais lui interdire celui-là, je pense. Alors, je vais commencer avec la première question. Donc, l'épisode s'appelle « Acheter ou ne pas acheter ». Donc, je vais déjà te lancer là-dessus, Benji. Pourquoi est-ce que tu vas acheter un jeu plus qu'un autre? Donc, tu viens de me dire que tu vas pas acheter un animal, une tête d'animal. Donc, j'imagine que le look d'un jeu, ça joue aussi pour beaucoup. Ouais. C'est une super question. Et puis, depuis que tu m'as dit qu'on allait traiter de celle-là, je t'avoue que j'ai pas mal réfléchi en me demandant pourquoi j'achetais un jeu ou pourquoi je n'en achetais pas un. Et je pense qu'en fait, j'ai 1000 réponses à te donner. Je pense que quand j'ai commencé à acheter des jeux, je les ai d'abord achetés parce qu'on me disait qu'il fallait les acheter. Donc j'allais regarder les top 100 sur BGG ou les tops des gens un peu connus, les ludothèques classiques, à quel jeu il faut avoir joué en fait. Et puis petit à petit, ça m'a donné des mécaniques que je préférais. Et donc notamment, comme je te disais il y a 2 semaines, je pense que la mécanique que je préfère, c'est le placement d'ouvriers. Donc j'ai commencé à acheter pas mal de jeux de placement d'ouvriers. Et puis en fait, le problème, la maladie qu'il y a derrière l'achat des jeux, c'est que plus tu vas acheter de jeux, plus tu vas découvrir des mécaniques innovantes, plus tu vas découvrir des auteurs qui font des mécaniques innovantes, plus tu vas découvrir des illustrateurs, plus tu vas découvrir des maisons d'édition que tu vas suivre petit à petit, et puis tu vas avoir envie d'acheter leurs nouveautés parce que tu as aimé leur dernier jeu, et puis tu vas faire ça, et puis ça ne cesse de monter. Puis alors le drame étant, comme tu le disais tout à l'heure, quand tu rentres dans Kickstarter, tu commences une fois par un achat d'un jeu dont on t'a parlé. Puis tu te dis, je vais arrêter là. Et puis voilà, de toute façon, jamais tu ne mettras autant de sous dans un autre jeu. Moi, c'était le Seven Continents, ma première campagne sur Kickstarter. Et puis ensuite, tu découvres l'univers de Kickstarter, et puis tu découvres les auteurs qui vont sur Kickstarter, tu découvres les sites qui parlent de Kickstarter, donc toutes les nouvelles campagnes qui arrivent, et puis là, tu t'arraches les cheveux. Mais tu trouves pas que... C'est drôle parce que tu en as parlé en début d'épisode, et puis moi, c'est quelque chose que j'ai réfléchi. Tu disais que tu jouais à l'époque plus à des jeux vidéo, et puis... Pourtant, j'ai l'impression que les jeux vidéo, c'est pas quelque chose qu'on collectionne. Tandis que les jeux de société, il y a vraiment un côté où genre, ça me les prend, il faut qu'ils soient là. Tu sais, je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'acheter un jeu que tu t'es dit, je vais sûrement jamais jouer à ça, mais il va être tellement beau dans ma ludothèque. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si. Alors moi, je me le suis jamais dit parce que je me refuse de me dire ça. Parce que sinon, j'ai pas moi, je suis un gars honnête, ok? Oui, c'est tout à ton honneur. Mais tu vois, moi j'ai commencé, comme je disais, par Warhammer. Warhammer, c'est un jeu de collection. Ouais. Combien de figurines j'ai acheté, combien j'en ai peintes, combien de bouquins de Warhammer j'ai acheté alors que j'avais pas les armées, etc. Moi, je sais que je suis un peu collectionneur. Tu vois, j'aime bien le vin, j'achète pas mal de vin. J'aime bien le whisky, j'achète pas mal de whisky. J'aime bien les jeux de société, j'achète pas mal de jeux de société. J'adore avoir une belle ludothèque. Donc ça, c'est mon problème pathologique que j'essaie de soigner, que ma femme essaye de soigner surtout. Puis qu'elle échoue apparemment. Et qu'elle échoue totalement. Après, maintenant j'essaye quand même de faire un peu gaffe. Et puis il y a un truc que tu as dit tout à l'heure que je trouvais intéressant, c'est que j'essaye aussi de réfléchir à quel type de jeu je n'ai pas. Et ça freine parce que c'est vrai que j'adore le placement d'ouvriers. Après, combien de placements d'ouvriers innovent dans le placement d'ouvriers? Si tu n'achètes que des placements d'ouvriers qui sont les mêmes. Et en fait, j'en ai quelques-uns, des jeux que j'ai envie de jouer, qui sont des placements d'ouvriers, mais auxquels j'ai encore jamais joué parce qu'il y a d'autres nouveautés qui sont arrivées que j'ai ouvertes avant finalement. Et puis, je sais que c'est quelque chose qu'on en a déjà parlé hors onde, mais je sais que toi, tu t'aimes pas trop vendre tes jeux. T'as un peu cette idée que non, il faut surtout pas que je le vende parce que sinon ça prouve que c'était un mauvais achat. Alors que moi, je pense que ça fait peut-être 1 an et demi, je dirais 1 an que je tourne autour du même nombre de jeux. J'essaie d'en rentrer puis en sortir en même temps. Après, c'est vrai que quand je vais chez des gens qui ont des énormes ludothèques, je me dis, mais j'aurais peut-être dû en garder. Tu sais, encore une fois, cette idée de collectionneur. La collectionnite, ouais. Mais c'est pas, j'essaye d'en vendre. Mais en fait, j'ai du mal à vendre un jeu que j'ai bien aimé. Un jeu que j'ai pas trop aimé, auquel j'ai pas accroché, je le vends sans trop de problème. Ouais. Mais un jeu que je sors plus, mais qui par contre m'a plu, j'ai vraiment du mal à le vendre. J'ai un contre-exemple à ça, c'est justement le Seven Continents. Ouais. Je l'ai vendu.
Parce que quand Tainted Grail est sorti, donc c'est 2 jeux narratifs, en plus avec un système de jeu un peu identique de terrain que tu découvres petit à petit en retournant des cartes. Quand Tainted Grail est sorti, j'ai trouvé l'histoire tellement au-dessus du Seventh Continent, pour moi, c'est vraiment un avis perso, que je me suis dit, en fait, je jouerai plus jamais au Seventh Continent. Et c'est un jeu excellent, et je me suis dit, en fait, c'est triste, ça me faisait de la peine que ces 2 boîtes énormes, magnifiques, restent dans ma ludothèque et que je les sorte plus, alors que peut-être un autre joueur pourrait leur faire honneur. Et donc, j'ai vraiment... Tu sais, j'ai confié mon enfant, quoi. Je me suis dit, allez, je vais vendre le Seventh Continent. Je me suis même pas fait d'argent dessus. Je l'ai vendu à un prix vraiment dérisoire par rapport à ce que je l'ai acheté. Et j'étais content de le faire. Sinon, c'est vrai que tous les jeux que j'ai bien aimés, en général, je les garde en me disant, un jour, je vais en faire une. Mais la réalité, c'est que j'en achète plus que je n'en joue. Donc, c'est vrai que malheureusement, il y en a un certain nombre qui restent dans la ludothèque. Puis toi, est-ce que tu as aussi cette pile de la honte? Donc de plein de jeux. Officiellement, la réponse est non, bien sûr. En pratique, bien sûr. Ouais. Donc des jeux que tu n'as pas encore joué. Oui. Et puis est-ce que tu sais, au fond de ta tête, tu dis lui, j'y jouerai jamais? Non, ça je te dis, c'est non. Je sais que je les jouerai tous. Il y a Mage Knight, tu sais, qui est un gros jeu énorme, comment il s'appelle, Vlaada Chvátil, je crois, un truc comme ça, qui est censé être une bible du jeu en solo en plus. Je l'ai acheté il y a 5 ans, je pense, mais je trouve les règles... illisible, il est quand même un peu vieillot dans son style, mais je peux pas le vendre, je dois y jouer avant de le vendre. Et puis est-ce que tu arrives à pointer à un moment dans ta vie où tu te dis, c'est là que mon addiction elle a pris, c'est là qu'elle a parti? Alors docteur, écoute, c'est une bonne question. Franchement, je trouve pas la réponse. Peut-être que c'est quand j'ai commencé à acheter des Kallax et que du coup, les voyant vides, je me disais qu'il fallait que je les remplisse. Les pauvres. Ce qui n'est plus un problème aujourd'hui, maintenant. Mais toi, éventuellement, tu me poses cette question. Mais est-ce que toi, tu as une réponse à celle-là? Alors, moi, je sais pertinemment. En plus, c'est un jeu qu'on a parlé la dernière fois qu'on s'est vu, qu'on a fait à l'épisode 1. Donc, quand je parlais de Marvel Dice Masters, je me souviens que j'achetais justement ces petits dés. J'ai mis une fortune là-dedans. Et puis, je me souviens qu'à un moment, je me suis dit... C'était rendu à un point où j'avais honte de dire à quelqu'un que j'en avais racheté. Je me disais, mais les gens vont dire que je suis cinglé. J'en achetais je trouvais toutes les excuses possibles pour passer à côté du magasin qui en vendait, juste pour pouvoir dire, ah mais tu sais, c'est juste 5 balles, là, pourquoi pas. Donc ça, c'est vrai que c'est là que je me suis dit, ok, je pense que j'ai vraiment un problème. Puis moi aussi, je suis un peu comme toi, j'aime beaucoup collectionner. Quand j'étais jeune, les cartes Pokémon et tout, même si j'avais pas les Solus apparemment. Oui, c'est avec les jeux ça. Ouais, donc non, je pense que c'est là vraiment que je me dis, c'est là que ça a commencé mon addiction. Par contre, comme je dis, pour le moment, j'arrive quand même assez bien à vendre. Ça m'est arrivé des fois de regretter de vendre des jeux. Oui. Mais plus souvent voire d'en racheter, non? T'avais pas racheté un jeu que t'avais vendu? Non, j'ai vendu Everdell parce que je vais recevoir la collection complète et puis ma femme me le remet toujours sous le nez. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. En temps, si tu l'avais pas vendu, on aurait pu jouer à ça, donc... Alors moi, j'ai un type sur Facebook qui m'avait vendu CO2 de Lacerda, CO2 Seconde Chance, et puis on a pas mal échangé, on s'est bien entendu par Messenger, et en fait, il m'a dit qu'il avait vachement regretté de me l'avoir vendu, et il l'a racheté. Ah ouais? Donc même chose, tu vois. Et puis après, peut-être aussi, il y avait une question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu achètes parfois en fonction de l'auteur, de l'éditeur ou de l'illustrateur? Bon, après, moi, mes tendances d'achat ont beaucoup changé depuis que j'ai la chaîne, parce que j'ai un peu pas le choix d'acheter les nouveautés pour un peu, tu sais, pour la chaîne, pour être à jour et tout. Donc ça, c'est vrai que des fois, je me pose même pas la question. Je vais voir mon ami Raph au 400 coups, puis je lui dis, hey, c'est quoi qui fait un peu le buzz ces temps? Puis ça, je l'achète. Après, ça m'arrive des fois d'acheter des jeux qui sont pas du tout pour la chaîne, que je sais que c'est des vieux jeux. Donc, je pense que la chose qui fait que je vais le plus être attiré par un jeu, c'est... Je m'imagine, avec les différents groupes que j'ai, est-ce que ça marcherait? Puis des fois, ça m'est arrivé d'acheter des jeux que je me dis, c'est pas nécessairement pour moi, mais je sais que mon groupe va aimer ça. Surtout des exemples, des jeux d'ambiance. Moi, j'ai beaucoup de peine des fois avec les jeux d'ambiance, mais j'ai des groupes qui adorent ça. Donc, il y a des fois des jeux que je me dis, mais ça va marcher du tonnerre. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est moi qui est très fan du Loup-Garou, comme tout le monde le sait. Je pense maintenant, je déteste ce jeu. Mais j'ai trouvé une version, donc One Night Werewolf, qui est tout le jeu en une nuit. Donc, il y a personne qui se fait éliminer. Ben, en fait, oui, mais ça relance la partie. Puis ça, maintenant, je le sors à mes groupes qui adorent le Loup-Garou. Et puis, c'était ma façon de dire, ben regarde, j'achète ça pour le groupe. Parce que si c'était pour moi, je l'aurais jamais acheté. Ouais. Donc, moi, je pense ça c'est quelque chose que je pense beaucoup. Puis, contrairement à toi, moi, la mécanique, c'est pas quelque chose qui, je trouve... peut-être que je suis pas rendu à ce point-là. Moi, c'est plus la thématique. C'est vraiment... si le jeu est beau, c'est sûr que je l'achète.
Puis je vais y trouver une place dans ma ludothèque parce que c'est un peu comme un œuvre d'art pour moi, même si je trouve que le jeu est pas si bon que ça. Oui, c'est un bel exemple à ça, c'est ce que tu disais, je crois, la semaine dernière, c'est Parks. Ouais, un jeu que j'aime beaucoup, mais que si c'était pas de la thématique et puis les cartes qui sont incroyables, je pense que je jouerais jamais. Bon, après, la thématique compte beaucoup pour moi aussi. Hein. Enfin, tu vois, c'est ce que je disais quand j'ai acheté Apogée, par exemple. Apogée sur Kickstarter, je l'ai vraiment acheté pour la thématique. Voidfall, là, qui sort à la fin du mois, je vais l'acheter. Ma chérie, je t'informe que je vais l'acheter pour 2 raisons. Parce que la thématique me plaît vachement, pour 3 raisons. Parce que la thématique me plaît vachement, c'est de la science-fiction. Parce que la mécanique me plaît vachement, c'est du 4X. Et puis parce que l'éditeur me plaît vachement. Tu vois, c'est Mindclash Games. Ouais. C'est vraiment un éditeur en qui j'ai grande confiance. Ils ont fait des jeux qui ont été des grands succès. C'est vraiment une qualité de production, à la fois sur la qualité du jeu en lui-même, au niveau ludique, et puis sur la qualité de l'objet du jeu. Et donc là, je vais les suivre. Je sais que Awaken Realms, par exemple, qui ont fait Tainted Grail, pareil, je les suis de très près parce que la qualité de leur jeu, elle me semble vraiment à la hauteur. Il y a eu une époque, c'est encore un peu vrai, où je suivais pas mal Matago, un éditeur français, qui sort de très beaux jeux. En ce moment, il y a Super Meeple aussi, qui traduit beaucoup de gros jeux, notamment de Mindclash Games, et ils font un super boulot. Donc je sais que c'est des éditeurs que j'ai envie de suivre. Et en général, j'achète pas forcément toutes leurs nouveautés parce que malgré tout, il y a quand même une réalité financière derrière tout ça. Clair. Mais je regarde pas mal. Ouais. Et pareil, sur des auteurs, je sais que quand j'ai commencé à jouer, en fait, je regardais Boza et Catala, tu vois, les 2 auteurs français. Et j'en ai acheté. Excellence. Voilà, c'est ça. J'en ai acheté vraiment beaucoup d'eux. Et là, maintenant, ça, je sais qu'en plus, on partage un peu ça, mais quand il y a un nouveau Turkzy, par exemple, je vais regarder ce qu'il a fait. Je l'achète pas forcément, mais je vais quand même regarder parce que c'est des gens dont j'aime le travail. Je pense que c'est quelque chose qui se vaut vraiment. C'est comme si t'aimes un film de Christopher Nolan, tu vas aller regarder tout ce qu'il fait. Tout à fait. Donc je pense que c'est assez génial de voir qu'on est rendu à un point où justement les auteurs sont reconnus pour ce qu'ils font. Parce que je pense qu'à l'époque, justement, même à l'époque que Catan soit sorti, je pense que les gens pensaient pas nécessairement mais je vais aller regarder ce que cet auteur-là fait. Donc je pense que c'est quelque chose qui est assez cool. Bon, je sais pas, parce que je pense que les vrais amateurs de jeux de société connaissaient ces auteurs de l'époque quand même. Ouais, mais après, il faut se dire aussi, c'était pas non plus écrit sur la boîte. Ouais, c'est vrai. Maintenant, on met vraiment ça de l'avant. Même maintenant, on est rendu au point où on va mettre l'illustrateur sur la boîte. Donc, ça, c'est assez. Je pense que c'est très moderne. Et puis, tant mieux si on peut commencer à valoriser tout le monde. Alors, pour finir le deuxième segment, je voulais juste vous lancer la question de la semaine. Et puis, encore une fois, comme je vous dis, soit vous pouvez répondre sur jouton@gmail.com, jouton@gmail.com, ou vous pouvez écrire votre réponse sur la page Facebook. Donc, je vais poster la question sur la page Facebook lorsque l'épisode va sortir. Vous pouvez répondre là-dessus directement. La question de la semaine, c'est quel était votre plus gros achat en termes de jeu? Donc, ça veut dire en une transaction, ça peut être exemple un pledge sur Kickstarter, un jeu avec toutes ses extensions, une édition de luxe. Donc, à vous de voir. Bien sûr, ce serait génial que ce soit pas exemple, j'ai acheté 30 jeux différents dans la même transaction. Faut qu'il y ait un lien entre les jeux. C'est quoi le montant, le plus gros montant que vous avez mis? Tu veux y répondre, Benji? Je craignais que tu me poses la question. Mais en fait, je suis en train de réfléchir et moi, regarde, je te laisse réfléchir. Moi, je vais te donner le mien. Parce que moi, c'est assez simple. C'est de loin la plus grosse que j'ai fait. C'est mon deuxième Kickstarter que j'ai fait. D'ailleurs, c'est la Complete Collection de Everdell. Donc, j'ai tout backé, j'ai tout pris. J'ai même pris un petit livre avec toutes les illustrations. Ça m'a coûté 250 €. Donc, il faut qu'on donne le prix aussi. Ça, c'est... après, si ta femme, elle écoute, on peut le donner en code morse ou quelque chose comme ça. Et si mon banquier écoute aussi, c'est ça mon inquiétude. Non, mais je pense, moi j'ai fait quelques folies sur Kickstarter surtout, mais il y a un des derniers que j'ai pledgé, enfin qui commence à dater un peu d'ailleurs, si l'éditeur pouvait avancer sur la livraison. C'est The Last Saga, c'est un jeu narratif dans un univers viking qui a l'air énormissime. Et en fait, alors ça je te le donne un petit truc d'amateur de Kickstarter, c'est que tu vas d'abord faire un premier paiement qui est le paiement de ton pledge.
Puis ensuite, il y a le Pledge Manager qui ouvre. Ouais. Et les Pledge Managers durent plus ou moins longtemps. Ce qui fait que tu peux étaler des petits paiements comme ça. Et elle, j'ai fait un premier pledge. Ouais. Ensuite, j'ai fait mon Pledge Manager où j'ai rajouté 2-3 trucs. Et puis, il n'y a pas longtemps, cet été, je suis allé retourner sur mon Pledge Manager et j'ai encore rajouté des petites choses. Et donc là, je vais recevoir un colis magnifique avec un jeu d'échecs viking qui n'a rien à voir avec le jeu, mais qui était juste un petit bonus sublime. Et je pense que ça m'a coûté la petite somme de... Donc, Benji s'est étouffé et puis son banquier va nous envoyer la réponse la semaine prochaine. Maintenant, pour le dernier segment, donc le troisième segment, on va finir avec un petit top 5. J'ai proposé à Benji cette semaine, on parlait d'achat et tout, et puis vu qu'on voulait pas rentrer dans les chiffres trop avec les prix et tout, donc on s'est dit pourquoi pas faire un top 5 des déceptions ludiques. Donc des jeux qu'on a achetés, qu'on a soit regretté, ou soit qu'il y a quelqu'un qui nous a tellement dit « Ah, mais il est excellent ce jeu-là », et puis on a vraiment été déçus. Donc, je vais te laisser commencer avec ton numéro 5. Cette semaine, j'ai vu qu'on n'avait aucun choix en commun. Ouais. Donc, on va les faire un à la fois. Donc, je te laisse commencer avec ton numéro 5. Alors, mon numéro 5, c'est Wingspan. Wingspan de Elizabeth Hargrave. Qui est un jeu tellement méga connu, qui a fait un gros buzz quand il est sorti. Alors, j'ai déjà eu beaucoup de mal à comprendre d'où venait le buzz. Parce que moi, j'ai vu passer une boîte avec des oiseaux. Et on m'a dit, tu verras, c'est génial, c'est un jeu de cartes avec des oiseaux. Bon... je vous avoue que là ça a été un peu difficile et puis à un moment donné je me suis dit quand même c'est un éditeur que j'aime beaucoup, c'est Stone Meyer, et puis si tout le monde en parle ça doit quand même être un vraiment bon jeu, je vais l'acheter. Alors c'est le 5e sur ma liste parce que j'y ai joué. Alors je sais pas comment tu fais, tu fais ouais, ok, je comprends, c'est pas non mais c'est ça, tu vois, je l'ai sorti, c'est sûr que l'effet est un peu waouh quand tu le sors parce que les cartes sont magnifiques, les illustrations sont sublimes, t'as le petit nid, t'as les petits œufs, machin. Mais bon, j'ai pas trop pris mon pied en le jouant. Je l'ai joué en solo, je l'ai joué à 2, je l'ai joué à 3. À chaque fois, ok, bon, c'est un bon jeu. Mais moi j'ai pas pris mon pied. Alors, vraiment d'ailleurs je vais le dire tout de suite dès maintenant, tous les jeux qui suivent c'est vraiment un avis très personnel et ça ne remet pas du tout en cause les qualités ludiques du jeu en lui-même, mais j'ai pas accroché et celui-là je l'ai revendu. Oui, je pense que c'est justement un jeu qui est tellement en demande que ça a dû c'était de la folie. C'était de la folie, j'ai reçu je pense 40 offres dans la minute qui a suivi la mise en ligne quoi. C'était... Puis pourtant moi il y a des jeux que ça fait 3 mois que j'essaie de vendre puis pas une demande. C'est ça, oui c'est clair. Moi j'aime bien Wingspan, mais je comprends totalement ce que tu veux dire. Je pense que surtout pour toi qui a tellement vu d'autres jeux, je pense qu'on peut avoir ce sentiment de mais il vient d'où ce buzz? Je pense que tu as raison. Mais je pense que vraiment le buzz vient de la thématique. Imagine la réaction que tu as eue de dire un jeu sur les oiseaux, oui, mais pour que quelqu'un rende ça semi-intéressant, c'est quand même tout un exploit, je pense. Oui, mais alors je pense que Stone Meyer est très fort en marketing. C'est pas du tout une critique, au contraire. Je pense qu'il sait vraiment bien vendre ses jeux et en général, moi, j'ai pas été déçu par les jeux que j'ai achetés chez lui. Je pense que tu le dis, la thématique, elle est vraiment originale. Et puis il y a une mécanique derrière qui la sert bien. Le jeu est encore une fois, il a des bonnes qualités ludiques, mais je sais pas le faire. Alors, mon numéro 5 à moi, c'est un jeu que j'ai acheté en seconde main. Il s'appelle Century Eastern Wonders. Je sais pas en français, j'imagine que c'est Merveilles de l'Orient. C'est possible, en tout cas c'est Century. Parce que moi en plus la boîte est en allemand, donc je vais pas vous le dire en allemand. Alors, c'est un jeu de Emerson Matsuuchi. Et puis c'est un jeu qui fait partie d'une trilogie. En fait, je pense que c'est surtout pour ça que je l'ai acheté. Je trouvais ça tellement original de me dire qu'il y a 3 jeux qu'ils peuvent être joués seuls ou peuvent être combinés, les 3 ensemble, pour faire un méga jeu. Je pense que c'est mon côté Transformers de quand j'étais jeune. L'image de toutes les mettre ensemble, je trouvais ça cool. Donc je me suis dit, je vais commencer avec celui du milieu, voir si ça m'accroche ou pas. C'est le deuxième, celui-là, de la trilogie. Donc ça, c'est le deuxième. Okay. Et puis... En regardant sur Board Game Geek, j'ai vu que c'était aussi celui qui était le moins bien coté. Donc, il faudrait peut-être que je donne une chance aux 2 autres, mais j'ai vraiment pas compris l'intérêt de ce jeu-là. C'est vraiment... j'ai l'impression que c'est comme du placement d'ouvriers pour beginners. T'sais. C'est vraiment va là, prends ça. Va là, prends ça. Il n'y a aucune interaction entre les joueurs. Tu n'as aucun moment où tu te dis ah, mais est-ce que j'ai plus à faire à aller ici ou là? En fait... J'avais l'impression qu'il me manquait une règle. Puis vu que j'avais le livre des règles en allemand, je me suis dit, c'est possible. C'est possible, faut être honnête. Donc, je suis allé regarder en ligne, et puis j'ai tout fait les recherches, j'ai regardé des vidéos, puis
Puis non, j'ai tout compris en fait. Et puis j'ai joué avec ma femme, puis une fois qu'on a fini, on s'est vraiment regardé, puis on a dit c'est tout. J'ai pas compris pourquoi on pourrait en faire 3 jeux de ça. Donc après, j'ai vu en ligne, tout le monde disait oui, mais le premier c'est le meilleur. L'édition Golem apparemment, où c'est les mêmes 3 jeux, mais avec une autre thématique, est encore meilleur. Mais celui-là m'a tellement que j'avoue que j'ai aucun intérêt à aller regarder les autres. Alors moi j'avais joué, pas, hein? moi j'avais joué au premier il y a longtemps. J'en ai pas un mauvais souvenir. Je me rappelle qu'il y avait une rivière de cartes qu'il fallait aller chercher, puis on avait passé plutôt un bon moment avec mon pote. Je savais qu'ils allaient en sortir 2 autres et que ça pouvait faire une trilogie. Je suis pas allé regarder. Et je t'avoue, tu vois, pour rebondir un peu sur la thématique du milieu, moi je me demande qui a acheté la version Golem en fait. Parce que typiquement, si tu as déjà les 3 premiers Century, est-ce que tu vas vraiment aller acheter la version Golem ? Faut vraiment que tu aies été fan. Ou alors, si t'aimes la thématique mais que t'aimes pas la mécanique, est-ce que tu vas aller au point de racheter la même jeu dans un autre univers ? Mais moi, j'ai vu beaucoup de gens demander sur des groupes Facebook ou tout, exemple, je veux me lancer dans cet univers-là, je devrais faire quoi ? Ben, tout le monde dit Golem, Golem, Golem. Donc, ça veut dire que, je pense, limite, il aurait dû jamais sortir les premiers, puis juste partir directement avec les Golems. Mais tu sais s'ils ont changé des règles aussi dans Golem ? J'ai aucune idée. Parce que si c'est que la direction artistique, c'est Moi, je pense que c'est vraiment bizarre. que la direction artistique. Parce qu'il y a vraiment des gens qui disent, c'est à toi de voir laquelle thématique tu préfères, quand les gens demandent un ou l'autre. Mais bref, donc ça c'est pour Century Eastern Wonders. Mon numéro 5. Ok. Alors moi mon numéro 4 c'est Catan. Catan qui est un petit jeu pas très connu je crois. Qui a... Ça s'écrit comment Écoute, je sais plus. De Klaus Teuber. Bon, bien sûr un jeu méga connu de l'univers ludique, qui est souvent considéré comme un peu le jeu par lequel il faut commencer. Et puis alors moi j'ai commencé par ça, mais du coup j'ai mis un petit temps avant de reprendre des jeux de société parce que j'en ai pas du tout pris un bon souvenir. C'était vraiment un jeu que j'ai trouvé... je me suis un peu ennuyé en fait. J'ai pas compris ce principe là de lancer le dé, de construire tes petites routes. Y a vraiment un truc qui m'a complètement échappé. J'ai vu là qu'ils allaient sortir une version Catan 3D avec des petites forêts, des tuiles. Ça a coûté 300 balles, je crois, sur Kickstarter. Je me dis, mon Dieu, qui va aller acheter ça ? Ah, il y en a. Je sais parce qu'ils continuent à en sortir régulièrement des Catan. Ça reste une des grosses ventes. Mais puis moi, toi, t'avais joué que au jeu de base ? Ouais, que au jeu de base. Ça m'est vraiment... Je suis passé complètement à côté de ce jeu. Et puis là, maintenant, j'avoue que j'aurais du mal à m'y mettre si quelqu'un me propose un Catan. Mais donc, c'est la seule fois que t'avais joué ? Oui. Ah, intéressant. Ouais, je reconnais que j'en ai pas fait 50 par contre. Ouais. Parce que bon, moi, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. C'est d'ailleurs la première vidéo que j'ai faite sur YouTube, c'était sur Catan. Moi, c'est le jeu qui m'a fait embarquer dans ce monde-là, mais j'avoue que maintenant, je peux plus le voir. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où quand on avait l'habitude de toutes ces Monopoly, les jeux très américains, Clou et puis toutes ces choses-là, moi, j'avoue que Catan, il y avait un petit vent de fraîcheur où... Mais je comprends tout à fait ton point de vue parce que justement, maintenant, je suis sûr que toutes les choses que toi t'as pas aimé, c'est ce que j'aime plus de ce jeu-là. Ouais. Donc je pense qu'on se rejoint là-dessus. Moi, je le mettrais pas comme déception parce que j'ai tellement joué, je dois avoir fait 200 parties de ce jeu-là parce que c'était le seul que j'avais à l'époque. Avant que j'aille de l'argent, j'avais que Catan. Moi, ça me rend triste ce que tu dis. Je suis désolé. Mais moi, j'avais téléchargé l'appli parce qu'à un moment, je m'étais dit, bon, peut-être que je suis passé à côté, tu vois, peut-être que maintenant, je vais y rejouer. Bon, ben voilà, l'appli, c'était pareil. Ouais, mais j'avoue que maintenant, si j'avais à conseiller à quelqu'un un jeu ou l'autre, dans ces grands classiques, je pense que je pousserais plus vers Carcassonne. Je sais pas pourquoi je les mets toujours ensemble, ces deux jeux-là. Parce qu'ils sont les deux sont nuls. Non, mais je trouve qu'il y a, je trouve qu'il y a un côté plus fair, plus juste dans Carcassonne, parce que Catan, moi j'ai déjà fait des parties où je perds contre quelqu'un qui fait que rouler des 2, puis tu te dis, mais il y a rien que tu peux faire, quoi. Ouais, donc, puis il n'y a rien de pire dans un jeu, quand on a parlé la semaine passée, il y a 2 semaines, quand on parlait d'être mauvais joueur, quand tu sens que c'est pas de ta faute, puis il n'y a rien que tu peux faire. Catan, c'est un jeu où ça peut arriver. Les joies du hasard. Ouais. Alors, mon numéro 4, c'est un jeu d'ambiance. Je sais pas s'il y a une version française, j'aurais peut-être dû regarder avant, mais ça s'appelle A Fake Artist Goes to New York. Donc, c'est un jeu de Yoon Sasaki. C'est un jeu, je pense, qui a été refait 2-3 fois. Je suis sûr que peut-être en l'expliquant, vous allez le reconnaître et puis vous allez me dire comment il s'appelle. Mais c'est un jeu où donc on a un traître autour de la table. C'est un peu la même mécanique que Detective Club, c'est-à-dire qu'il y a une personne... Tout le monde autour de la table va recevoir des indications sur qu'est-ce qu'ils doivent dessiner. Et puis il y a une personne qui aura rien décrit. Donc, après ça, on va faire tourner une feuille autour de la table où tout le monde va dessiner un trait pour améliorer le dessin. Et puis, bien sûr, vu que tout le monde a des couleurs différentes, on va être capable de voir pourquoi le bleu il a fait un trait trop bizarre qui n'a aucun rapport avec le dessin.
Quand on m'a vendu ce jeu-là, j'ai trouvé que l'idée était géniale. Je me suis dit, mais cette idée de on met un trait, puis là, en regardant le dessin final, on peut dire, mais il y a quelqu'un qui avait aucune idée de ce qu'il faisait. Ça, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. C'est vrai que quand tu le dis comme ça donne ça a l'air intéressant. Ouais. Hein? Ben, c'est justement pourquoi je pense qu'il est assez bien vendu en plus, ce jeu. Mais en fait, une fois que tu joues, tu te rends compte à quel point c'est quoi un trait? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens qui vont juste faire une petite ligne, puis après, tu peux pas savoir s'ils savaient ou pas. Donc, tu as un peu cet élément de te dire, une fois que tu joues, en fait, tu te rends compte à quel point c'est facile d'être traître, puis du coup, on trouve jamais la personne. Et puis, j'ai fait 3 parties de ce jeu, puis c'est rare que ça m'arrive, mais j'ai vraiment eu des fois où j'ai fini ce jeu, puis limite, les gens m'ont regardé un peu genre, t'as 200 jeux, puis tu nous montres 7. Je vais pas dire le mot, là, mais... Non, le dis pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, c'est un peu c'est mon ressenti de Fake Artist Goes to New York. Et puis, quand on parlait avant des jeux que j'essaie de vendre, celui-là, ça fait 1 an que j'essaie de le vendre, puis personne ne le veut. Donc, si ça vous intéresse, vous vivez dans le coin de Lausanne, faites-moi signe, je vous le donne. Il est génial. Moi, j'adore ce jeu. Ouais, franchement, je serais quelqu'un qui veut un jeu, je l'achèterais. Come by now. Alors, ton numéro 3, Benji? Alors, mon numéro 3, c'est King Domino Duel. Ouais, vous avez peut-être eu peur quand j'ai commencé à parler. Pour le coup, King Domino, King Domino, j'ai vraiment bien aimé. J'en fais encore régulièrement. Pour le coup, je pense que c'est un bon futur classique, King Domino. Il se sort facilement, il est très familial. On joue vraiment avec beaucoup de gens qui en général savent pas trop jouer ou avec des enfants. Et puis, ils prennent vraiment plaisir. Moi aussi, c'est un jeu vraiment fun. J'ai pas joué à Queen Domino. C'est un truc auquel j'aimerais bien jouer. Il paraît que c'est le King Domino un peu expert. Donc, ça me donne bien envie. J'ai jamais eu l'occasion. Par contre, j'avais suivi de près l'arrivée de ce King Domino Duel. Parce qu'en plus, c'était le moment où mon fils commençait de plus en plus à jouer à des jeux de société. Et je m'étais dit, cool, il a bien accroché à King Domino, on va pouvoir se marrer avec King Domino Duel. C'était le moment où Bruno Cathala commençait, j'espère que je dis pas de bêtises en disant ça, mais je crois me rappeler qu'il commençait à aller chercher un peu du côté des roll and write, justement, avant Trek 12. Qui ne sera pas dans mon top 5 déception, bien sûr. Et puis, il propose un King Domino à 2 joueurs avec des dés en format roll and write. Je me dis, c'est top, c'est Bruno Cathala, c'est King Domino, c'est une version 2 joueurs, et là aussi, de mémoire, je crois que c'était après Seven Wonders Duel, et c'est avec des dés, ça va être vraiment fun. Bon. C'est tout? Déception, quoi. Déception, on a fait quelques parties avec mon fils. D'abord, je le trouve assez compliqué à prendre en main. Il est pas intuitif du tout dans la façon dont tu dois regarder tes dés, les inscrire sur la feuille après. Lui-même n'a pas passé un super bon moment alors qu'il est plutôt bon acheteur en général. Et puis on a fait 3-4 parties, on l'a jamais ressorti. Et celui-là, je l'ai pas mis en vente et je sais pas pourquoi. Ben là, tu vas avoir de la misère à le vendre, je pense. Ben non, parce que j'espère que des gens l'ont aimé, et puis j'espère pour Bruno Cathala, alors il n'a pas besoin de ça, mais clairement, et puis ça l'a pas empêché de faire des super jeux après, mais celui-là, j'ai pas compris, et mon 3e dans la top 5 déception. Pour mon numéro 3, moi je vais parler d'un jeu, je pense que ça va offusquer des gens, ce que je vais dire, mais j'ai vraiment pas aimé le jeu Santorini. Ah, tu connais Santorini? Mais c'est pas celui-là que t'avais mis. Je sais. Ah, tu me prends en traître là. Parce que tu l'as aussi, hein? Non, je l'ai pas, mais moi par contre il faut que tu m'expliques ce que t'as pas aimé là. Alors, Santorini qui est un jeu de Gordon Hamilton où on va devoir placer des petits bâtiments pour essayer de construire une genre de tour. Et puis on a des petits workers, donc des petits ouvriers qui doivent monter sur les tours. Et puis notre but c'est d'essayer de les faire monter sur le dessus avant que quelqu'un mette un petit toit bleu. Comme la thématique l'indique, en fait, comme les petits toits de Santorini. Je vois que t'es abasourdi que j'aie mis ce jeu sur ma liste. Je suis offusqué. Bon, j'explique pourquoi. D'abord, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées de ce jeu. Je trouve qu'il est vraiment... je le trouve magnifique. Je trouve que les dessins, les illustrations, le fait d'avoir ce jeu-là sorti avec... le plateau surélevé, là, ouais. Très, très beau. Par contre, moi, le gros problème que j'ai avec ce jeu, c'est que c'est genre les échecs 2.0. C'est vraiment, en fait, j'ai aucun plaisir à jouer à ce jeu-là parce que si je joue avec quelqu'un, je suis juste là à regarder le plateau et dire, attends, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis c'est pas un sentiment que j'aime, moi, quand c'est une question de me dire, en fait, je pourrais jouer mieux si je réfléchis plus. Moi, des fois, je joue pas à des jeux nécessairement pour prendre 10 minutes pour trouver une situation optimale.
C'est vrai que quand on ajoute les pouvoirs des personnages, ça rajoute un peu d'asymétrie que j'ai trouvé assez cool. J'avais d'abord acheté ce jeu-là parce que je voyais qu'il était super haut sur Board Game Geek, donc j'avoue que j'avais des attentes hyper élevées face à ce jeu. Et puis en plus de ça, je pense qu'il y a une des raisons pourquoi je l'avais acheté, c'est que sur la boîte, on nous dit 2 à 4 joueurs, ce qui est, franchement, je trouve un des plus gros mensonges de l'histoire des jeux. Ça, c'est vrai. Parce que... c'est un jeu à 2 joueurs. C'est ça dit vraiment, si vous voulez jouer à 4, ben, vous pouvez chacun prendre un personnage. Puis je me dis, mais je trouve que c'est vraiment un peu de se moquer de la clientèle. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, c'est un jeu que j'ai vendu. J'ai vendu à quelqu'un qui était aussi, je pense, comme toi. Il dit, mais pourquoi tu vends ce jeu-là? C'est un masterpiece. Mais comme je dis, pour moi, c'est un jeu d'échecs. J'ai aucun plaisir à jouer à ce jeu-là, donc je l'ai revendu. Et puis, j'avoue que j'avais été assez déçu. Donc, c'est pour ça que je vais pas non plus me retourner vers la version Santorini New York. Je sais pas si tu as vu. Ah non, je savais pas. Ils ont fait un deuxième où c'est apparemment assez différent pour se valoir être un jeu à part et non une extension. Donc ça, c'était pour moi ce que je pense de Santorini. D'ailleurs, juste avant que je te laisse me couper, oui. Coupe-moi avant que j'en avais fait une vidéo où j'expliquais les règles et tout, et puis là, j'avais aussi expliqué à quel point j'aimais pas ce jeu, puis il y avait des gens dans les commentaires qui me disaient « Mais t'es fou ?» Ouais, alors moi c'est rigolo parce qu'il a failli finir dans mon top 5 des jeux à 2 joueurs là, il y a 2 semaines. Vraiment, c'est un jeu que je trouve magnifique. Et en fait, je pense que je le trouve magnifique exactement pour les raisons pour lesquelles toi tu l'aimes pas. Ouais. J'ai la même sensation que toi, c'est que c'est un jeu d'échecs un peu light. Et en fait, je le joue avec des gens qui aiment jouer aux échecs. Ouais. Et tu as cette concentration, tu as ce truc de faire un beau coup, de réfléchir entre 2 coups. Je le trouve très stratégique. Beaucoup plus que ce que j'avais pu imaginer en l'achetant la première fois. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je vais rendre hommage à Bruno Catala après avoir dit qu'il avait fait un jeu nul. En fait, c'est lui qui m'a donné envie de l'acheter parce qu'il en avait parlé dans une vidéo tellement il avait adoré le jeu. Ouais. Et ça m'avait donné envie et j'y ai joué à plusieurs reprises. J'y ai joué avec des gens, j'y ai joué avec mon fils, j'ai joué avec ma femme, j'ai joué avec des amis qui savent plus ou moins jouer. C'est un jeu qui remet tout le monde à égalité, je trouve, que tu sois un gros gamer ou pas, parce que c'est pas du tout le... Ouais, je sais pas si je suis d'accord. T'as le droit, c'est autorisé. Moi j'ai vraiment eu cette sensation parce que du coup, le fait d'avoir une grosse expérience de jeu change pas que, comme tu le dis, c'est une sorte de jeu d'échecs light. Alors quand tu rajoutes les cartes, ça rajoute un petit côté gamer supplémentaire pour le coup, mais qui est pas dingue non plus. D'ailleurs, j'ai pas tant joué que ça avec les cartes. Et moi, c'est vraiment un jeu que je trouve très bon, très bon. Bon, mais tant mieux pour toi. Ok, ouais, tout à fait. Ton numéro 2? Alors, mon numéro 2, c'est Seven Wonders Duel. Non, je déconne. Alors, c'est tout pour cette semaine. On va... Non, mon numéro 2, c'est Vendredi, Friday, de Friedman Freeze. Alors, c'est un jeu solo. Et puis, donc moi, je joue vraiment beaucoup en solo. Et à un moment donné, je m'étais renseigné sur les must-have en solo. Et Vendredi sort beaucoup, en fait. Hein. C'est un tout petit jeu de cartes, de deck building complet. Alors bon, je vais vous rappeler que je vous avais dit que j'étais nul en deck building, hein, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai été un peu déçu, j'ai peut-être pas réussi à le jouer, mais le principe c'est que vous devez survivre un certain nombre de jours en enrichissant votre deck pour combattre des menaces qui sont de plus en plus compliquées, et puis à la toute fin, il faut combattre un vaisseau pirate qui est vraiment hyper dur à battre, et il faut avoir un gros deck pour réussir à le combattre. C'était laborieux. J'ai fait plusieurs parties, hein. Je me suis accroché parce que je me suis dit, bon, Benjamin, t'es nul. Je m'appelle Benjamin, tu t'en rappelles? Oui. Tu es nul en deck building. Il faut quand même que tu fasses plusieurs matchs pour bien comprendre le jeu. Ouais. Mais j'ai vraiment pas accroché. Je me suis un peu ennuyé assez rapidement. Je voyais en plus le peu de points que j'arrivais à faire versus le nombre de points qu'il fallait pour battre le bateau pirate à la fin. Je me disais, ouais, c'est bon, j'y arriverai jamais. Bref, Vendredi, probablement un très bon jeu de deck building solo. Mais pas pour toi. Probablement que des gens vont me détester, mais moi, je l'ai revendu. Numéro 2, pour moi, Detective Club de Alexander Nevsky, donc le même qui a fait Mysterium. Ça va être assez court ce que j'ai à dire sur ce jeu parce que j'ai l'impression que c'est les mêmes critiques que j'avais pour Fake Artist Goes to New York, parce que justement j'avais mentionné Detective Club. Encore une fois, il y a quelqu'un qui est considéré comme un traître et puis il ne sait pas c'est quoi qu'on essaie de faire deviner. Pour les mêmes raisons, moi je trouve que c'est tellement facile de savoir c'est qui le traître. Surtout, encore une fois, ça doit être parce que je joue pas avec un bon groupe pour ça, parce que directement il y a des gens qui sont pas vraiment capables de mentir, puis quand tu leur demandes mais pourquoi t'as mis cette carte là, tu le vois directement, mais c'est pour ça. Et puis j'ai vraiment pas eu de plaisir à jouer à ce jeu là. Un autre jeu que j'ai vendu. C'est rigolo que tu parles de ce jeu parce que l'auteur donc, qui a fait Mysterium, hein, c'est ce que tu disais, Mysterium a failli finir dans mon top 5 de cette semaine. Ouais.
Et il l'a pas fini parce que je pense que c'est quand même un bon jeu, mais que je l'ai juste pas joué avec des bonnes personnes. Ouais. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai sorti, il y avait un couple de copains qui a passé une demi-heure à nous faire chier pendant la lecture des règles, en faisant comme s'ils comprenaient rien, ce qui était particulièrement pénible. Et puis, je sais pas, j'ai jamais passé de bonnes parties en fait avec ce jeu. Ah, moi j'adore Mysterium. Mais je le trouve, non mais en plus c'est pour ça que je l'ai pas mis dans mes déceptions, parce que je trouve vraiment que c'est un bon jeu, l'univers me plaît beaucoup, la mécanique me plaît, mais je sais pas, j'ai jamais réussi à faire une partie fun en fait. C'est un jeu que j'ai... Je sais qu'on est en train de parler de Detective Club, mais Mysterium, c'est un jeu que, des fois, moi, en fin d'année, avec mes élèves, à place de montrer un film ou quelque chose, je vais amener des jeux de société en classe, et puis mes élèves, ils sont en amour avec... ils sont in love avec Mysterium, ils adorent. J'ai plein d'élèves qui m'ont écrit par après pour dire « Hey, j'ai acheté ce jeu pour chez moi. » Donc, je pense que... Ouais, non. Donc, on parle pas de Mysterium ici, mais bien de Detective Club. Voilà, c'était mon numéro 2. Et du coup, je finis avec mon numéro 1. Ton numéro 1? Mon numéro 1, c'est Saboteur, de Frédéric Meyersohn. Désolé pour la prononciation aussi. Ah là là, Saboteur, mon Dieu. On me l'a survendu, je pense. Des copains m'ont dit « Ah, on a joué à un jeu exceptionnel ce week-end. » C'est un petit jeu, hein, il l'avait vendu comme tel, hein, mais ça s'appelle Saboteur. Achète-le, c'est top, tu vas te régaler. Je l'ai acheté, j'ai joué, j'ai fait « Ah mon Dieu ». C'est une blague. C'était vraiment... C'était et maintenant, une blague. c'était une blague. Le problème, c'est qu'il est dans ma ludothèque et que mes enfants adorent. Et donc, mes enfants, régulièrement, veulent faire un Saboteur. Donc, tout l'enjeu pour moi, c'est de trouver un contre-jeu meilleur que Saboteur pour les motiver. Mais eux, ils adorent. Mais bon, c'est le truc de retourner les cartes... Ouais, la mécanique est rigolote, le jeu est sympa, mais mon Dieu, mais que c'est lent, ça dure 3 plombes, c'est... Ah ouais, vraiment, non, je suis désolé, j'ai du mal à en dire plus tellement ça a été une douleur et tellement ce jeu est une douleur. Il est dernier de mon top tous les jeux que j'ai dans ma ludothèque. Moi, j'ai... Ah, ben justement, quand t'as fait le classement, c'est lui qui a fini dernier? C'est lui qui a fini dernier, ouais. Ok, moi, c'était Fake Artist Goes to New York. Donc... Mais c'est drôle parce que moi, j'ai joué une fois, je pense, à Saboteur chez des amis, puis je pourrais même pas te dire, j'ai aucun souvenir de ce que c'était, donc je pense que c'est pas bon signe. Mon numéro 1 à moi, si vous êtes des gens qui me suivent depuis un moment, qui regardent mes vidéos YouTube, vous allez savoir c'est quoi. C'est de loin un des jeux qui m'a le plus enragé de ma vie. À ce point. Et puis... je sais pas si t'écoutes le podcast, Raph, mais c'est de ta faute. Parce que c'est toi qui me l'as vendu comme étant le masterpiece de l'année. Donc, c'est Escape the Dark Castle de Alex Crispin. Un jeu que vraiment, j'avais les mains crispées pendant que je jouais à ce jeu. J'étais vraiment fâché parce que je respecte l'opinion de tout le monde. Vous avez le droit de dire que vous aimez ce jeu-là. Mais vous avez tort, c'est tout. Je veux que ça soit clair. Ça, c'est clair. C'est un jeu narratif où on doit... Apparemment, il y a un élément très nostalgique que les jeux... Il y avait un peu des jeux de Choose Your Own Adventure un peu à l'époque, donc choisis ta propre aventure, qui se faisait un peu dans ce style-là. Donc, c'est vraiment... Tout ce que c'est un gros deck de cartes d'événements. On va en prendre 20 au hasard, on va les mettre face cachée, et puis on va les retourner une après l'autre, et puis on va devoir faire ce qui est écrit sur la carte. C'est très très simple, même trop simple. Et puis... Ce que je déteste, puis j'en parle pendant longtemps dans ma vidéo sur YouTube, mais c'est qu'il n'y a rien qui nous... Alors moi, je suis quelqu'un qui n'est pas très fan des jeux narratifs, mais là, il n'y a aucune décision à prendre en groupe. On nous propose 2 choix, mais les 2 choix sont tellement aléatoires, ils n'ont aucune répercussion sur le reste de la partie. C'est vraiment juste roule un dé, si tu fais ça, ben il se passe ça. C'est vraiment quelque chose que j'ai eu zéro plaisir, et puis ce qui m'a encore plus offusqué, c'est que dans le livre des règles, il est écrit « Un excellent jeu pour introduire à des nouveaux joueurs ». Moi, je pense que si je sors ce jeu-là avec des gens qui n'ont jamais joué à des jeux de société, ils vont partir en courant. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un truc que tu n'aies pas compris? Non, ça c'est impossible. Okay, surtout que j'ai expliqué les règles, ça veut dire que je les ai bien assimilées. Mais comme je dis, les règles, c'est juste ça. C'est tu tournes une carte, tu la lis, puis tu fais ce qui est écrit sur la carte. Ok, ça s'appelle un livre, ça. C'est ça, exactement. Puis en plus de ça, juste pour mettre un peu, enfoncer le couteau dans la plaie, c'est que les dessins sont horribles. Je les trouve pas beaux. Je sais qu'ils sont allés pour un style un peu dark, et puis tout un peu dans les ombres et tout, mais quand je retourne la carte, même le gros dessin qui est dessus, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Est-ce que tu veux donner le nom de l'illustrateur, peut-être? Non, peut-être pas. Mais en fait, je pense que c'est le même qui a fait le jeu, je crois. En tout cas, je sais qu'il y a eu des extensions et tout. J'ai pas acheté. J'ai vendu le jeu directement
à la suite de ma vidéo YouTube. Aussitôt que j'ai fini de la filmer, j'ai mis ça en ligne et puis je l'ai vendu dans la journée parce qu'il y a des gens qui étaient intéressés par ce jeu, mais moi, j'ai détesté. Donc ça, c'était notre top 5 des déceptions ludiques. Encore une fois, n'hésitez pas à nous partager avec nous vos déceptions ludiques. Franchement, je sais qu'on n'a pas eu énormément de réponses pour le moment, mais j'aimerais vraiment entendre vos déceptions ludiques parce que voir la réaction de Benji quand j'ai dit Santorini, ça m'a tellement fait plaisir que j'ai envie de aussi dire des nouvelles déceptions pour qu'on ait les mêmes réactions. Donc, envoyez-nous ça, encore une fois, sur la page Facebook ou par email à jouton@gmail.com. Juste avant de partir, Benji, je te laisse une dernière chance pour parler d'un jeu qui te fait de l'œil, qui te fait un petit... Allez, c'est parti. Alors, je vais vous parler de Sleeping Gods. Sleeping Gods, c'est un jeu dont j'ai entendu parler de la campagne, mais comme elle était que en anglais et que vous l'aurez tous compris, je parle quand même nettement moins bien anglais que toi, Matt. Je ne l'avais pas backé, j'étais pas allé regarder de très près ce dont il s'agissait. Et puis j'en ai entendu parler il y a 2 semaines dans un autre podcast de jeux de société de nos camarades québécois Martin et Martin. Et puis Martin, un des deux, parlait de Sleeping Gods comme une des meilleures expériences de jeu narratif qu'il avait faites. Et il l'a placé au-dessus de Tainted Grail, qui pour moi est la meilleure expérience de jeu narratif que j'ai jamais faite. Du coup, je suis allé quand même regarder ça d'un peu plus près et il se trouve que au moment où je suis allé regarder ça, j'ai appris que Lucky Duck Games avait décidé de le localiser en français. Oui. Et donc, Lucky Duck Games va faire une campagne... alors, je pense que c'est un peu plus une campagne de précommande, hein, mais qui va commencer le 28 septembre. Le jeu est de Ryan Locatf. Est-ce que c'est le même? Connaissais? Mais oui, moi je connais, mais c'est pas le même qui a fait Tainted Grail? Non, je crois pas. Non, c'est pas lui. Ça aurait été un drôle de hasard, mais c'est pas lui. Parce que Ryan Lockett, il fait beaucoup de jeux narratifs qui sont adorés de tous, donc c'est pour ça que je pense que c'est le même. Mais je pense qu'il n'est pas beaucoup traduit en français, en fait, pour le moment. Peut-être, c'est possible, ouais. Et du coup, voilà, Sleeping Gods va sortir à la fin de l'année, et à la fin du mois, pardon, le 28 septembre. Donc il va sortir en même temps que Voidfall sur Kickstarter. Ce qui me désespère un peu, peur, ouais. Mais bon, je vais probablement quand même aller sur les deux. Peut-être pas la même semaine, ce qui ne va rien changer au niveau de ma fiche de paye. Mais il faut vraiment pas que tu montres cet épisode à ta femme, on est d'accord? Non, celui-là, décidément, je vais le censurer. On le cache. Moi, je vais parler d'un jeu que j'attends depuis tellement longtemps. C'est Red Rising de Jamie Stegmaier. Oui. C'est ça, oui, bien sûr. Tout à fait. Donc auteur de Sight. C'est l'auteur de Sight, excellent jeu s'il en est. Et de viticulture aussi. Il faut arrêter de parler de Sight. Hein. Il y a autre chose dans la vie. C'est un jeu que j'attends avec beaucoup d'impatience. Encore une fois, directement, moi, en voyant la couverture, j'ai été directement intrigué. Toutes les couleurs et tout, je trouvais ça vraiment cool. Puis quand j'ai vu que c'était basé sur un livre, je me suis dit, pourquoi pas lire le livre, comme ça, quand je vais éventuellement recevoir le jeu, je pourrais en parler, puis faire un peu les liens avec le livre. Le livre, je l'ai pas encore fini. C'est pas vraiment mon genre de livre à lire, mais de ce que je lis puis de ce que je vois du jeu, ça a l'air excellent. Et puis je vois plein de gens dire, mais t'es pas obligé de lire les livres pour avoir du plaisir. Donc je me dis, j'aurais peut-être pas dû commencer, mais bref, ça c'est mon problème. Donc Red Rising, un jeu que j'attends depuis longtemps, il a été repoussé par Matago. Et puis là, on devrait l'avoir. J'ai vu qu'il y a plein de gens en France qui l'ont. Donc comme d'habitude, en Suisse, on va être un petit peu en retard, mais espérons pas trop. Donc celui-là, je devrais l'avoir assez bientôt, puis je vais pouvoir vous le présenter en vidéo. Tu vois, typiquement, c'est Matago, c'est Stone Meyer. Moi, ça me donnerait envie de l'acheter. Et puis, je sais pas pourquoi, celui-là, pareil, il m'a pas plus attiré que ça. Ouais. Mais je suis bien content que tu l'achètes parce que j'ai quand même... Comme ça, t'es pas obligé. Ouais, je vais l'essayer chez toi. Ouais, parfait. Juste avant de finir, il y a une petite affaire que je voulais revenir dessus parce que t'as fait un peu allusion à ça pendant l'épisode et puis j'ai eu deux personnes qui m'en ont glissé un mot. C'est vrai que je savais pas que tu t'appelais Benjamin. Ça, c'est quand même fabuleux. Même ma femme, quand je lui ai montré l'épisode, elle a dit « Mais franchement, c'est con ce que tu dis. » Mais je te jure, moi, toute ma vie, Benjamin, c'était un nom anglais. Puis en anglais, on dit pas Benji. Donc moi, à chaque fois que j'ai connu des gens qui s'appelaient Benji, je pensais vraiment que c'était leur prénom. Donc t'as connu beaucoup de Benji qui s'appelaient Benjamin, en fait?
Ben, en fait, faut que tu les j'imagine que rappelles c'était tous. tous des Benjamins. Il faut que tu les rappelles tous. Ben, je les ai juste pas assez connus. Je suis pas allé à l'école avec eux, je voyais pas leur petit nom. Donc moi, quand j'entendais Benji, je me disais, ah, c'est cool comme prénom. Je savais pas que c'était un surnom. Donc voilà, vous pouvez dire que je suis idiot, mais j'ai pas fait fake pour le podcast. C'est vrai que je savais pas que ça s'appelait Benjamin. Pour terminer, je voulais juste parler du fait que je serai au Festival de Vichy. Vu que cet épisode sort vendredi, ben je serai là le lendemain, vu que c'est ce samedi et dimanche. Donc si vous êtes dans le coin, si vous pensez y aller, n'hésitez surtout pas à venir me voir. J'aurai un petit stand, il y aura mon affiche. Je vais avoir plein de petites questions à vous poser. On va faire une compilation de ça et on va mettre ça sur YouTube. Donc, pour un peu mettre l'accent sur les joueurs et pas juste sur les gens qui créent les jeux dans les festivals. C'est aussi important de voir les gens qui se rendent à ces festivals et de pouvoir leur parler. Donc ça, c'était pour moi. Bien sûr, n'oubliez pas qu'à chaque mercredi, j'ai une nouvelle vidéo sur YouTube, donc vous pouvez aller regarder ça. Je sais que, apparemment, Ben, tu as maintenant un compte Twitter. Oui, tout à fait. Ouais, vous pouvez carrément vous abonner à ce compte Twitter qui est suivi par des millions de personnes maintenant. Déjà, ça allait à une vitesse. Ouais. C'est @benji-on-joue-tu. Et puis, je vais essayer de partager nos podcasts déjà, et puis probablement de faire un petit peu de veille aussi sur Twitter en essayant de trouver des articles, bien de sûr. partager les donc sorties, aussi, etc. Si vous voulez répondre à nos questions sur le Twitter à Benji, c'est aussi possible. Avec plaisir. Il y a tout plein de possibilités. Nous, on veut juste vos réponses. On s'en fout comment on les reçoit. Contactez-nous. Alors, merci beaucoup Benji. Et puis nous, on se revoit dans 2 semaines pour un autre épisode de... On joue-tu. Ah, t'étais prêt cette semaine. Merci Mathieu.